Alors pour commencer, je voudrais déjà qu'on précise que, parce que bien souvent les troubles sexuels, on pense aux cancers gynécologiques, les cancers de prostate, les cancers du sein, mais ça touche toute personne qui a eu ou qui a un cancer. Donc tous les cancers toutes les personnes qui ont eu un cancer peuvent présenter des troubles dans leur sexualité. C'est surtout les traitements en fait qui vont avoir un impact, soit direct, soit après on verra comment au niveau psychologique aussi on peut entretenir un trouble ou alors on peut en provoquer, mais de façon bien sûr inconsciente. Alors du coup, contrairement du coup aux autres effets secondaires, qui déjà on le sait, même après un cancer, les effets secondaires vont avoir tendance à perdurer dans le temps, sur la sexualité ça s'installe. On verra tout à l'heure, je vais vous présenter rapidement une étude qui a été faite par l'INCa, mais on voit bien que quasiment une personne sur deux, après un cancer, tout type de cancer confondu, a des troubles dans sa sexualité 2 ans après les traitements. Donc ça a tendance à perdurer si on ne fait rien. Par contre, quand on intervient, ce sont souvent des thérapies très brèves. C'est très très rare que je vois plus de 5-6 fois un patient pour des problématiques intimes ou sexuelles. On va dire en 3-4 mois, généralement, on arrive à régler le problème. Je dis en généralement, ça dépend bien sûr du trouble. Il faut penser aussi aux partenaires, parce que dans la sexualité, généralement, on est 2. On peut avoir une sexualité seule, à plusieurs aussi, c'est pas interdit. Mais en règle générale, c'est souvent à 2. Et il va y avoir un impact sur le partenaire également. On peut avoir, ça m'arrive de temps en temps, par exemple, d'avoir des consultations, non pas forcément pour le malade, mais pour son conjoint. Parce qu'il y a la peur aussi de faire mal dans un acte sexuel. Il y a des idées qui peuvent être autour de la sexualité, de la maladie, qu'on va voir un petit peu, et qui peuvent être un frein pour la sexualité. Donc il y a pas mal d'idées reçues. Donc la première, c'est le cancer est sexuellement transmissible. Alors c'est quelque chose qui peut faire sourire. Alors moi je trouve pas en fait que c'est si drôle que ça parce qu'on est quand même en 2018 et si des patients pensent que le cancer est sexuellement transmissible, ça veut dire qu'on n'en parle pas. Si on parlait des troubles sexuels ou des impacts que peuvent avoir les traitements en cancérologie, les patients ne se poseraient pas cette question. C'est une question qui n'est pas fréquente, mais on va dire qu'1 à 2 fois par mois, j'ai quand même un patient qui m'amène cette problématique-là. Beaucoup aussi chez les jeunes, chez les adolescents, parce que je suis pas mal d'ados, ce qui est encore plus difficile pour eux, parce que déjà pour un adulte, la sexualité, quand il y a des troubles, c'est pas simple à gérer, mais pour un adolescent qui n'a pas forcément connu d'activité encore génitale ou qui est dans le début de son activité sexuelle, c'est très compliqué. Et est-ce que le cancer se transmet? C'est des questions qui peuvent apparaître. Donc non, bien entendu. Les rapports sexuels sont contre-indiqués en cas de cancer, c'est faux aussi. On va voir aussi ce que je mets derrière rapport sexuel. Attention, sur certaines chirurgies, bien sûr, la pénétration peut être interdite pendant un laps de temps, dans des cancers gynécologiques par exemple, mais la sexualité, il ne faut pas la réduire à la pénétration. Donc ça, on va voir un petit peu après. S'il vous plaît. Merci. La radiothérapie ou la chimiothérapie est dangereuse pour mon partenaire. Alors, il y a pas mal d'études. La radiothérapie, pas du tout. La radiothérapie, on n'est pas radioactif, à part quand on a des éléments de curithérapie, c'est différent. Mais la radiothérapie externe, il n'y a pas d'impact sur le partenaire. La chimiothérapie, il y a des études qui tendent à dire que la chimiothérapie, par exemple, peut passer par le sperme et du coup contaminer le partenaire. On va être d'accord, il faudrait vraiment qu'il y ait des rapports sexuels dans les jours qui suivent la chimiothérapie. Et puis, c'est rare que dans une éjaculation, il y ait 5-6 litres de sperme qui partent. Donc même s'il y en a une petite partie et qui reste dans le corps du partenaire, ça ne devrait pas faire trop de dégâts. Donc allons pas non plus embêter avec ces histoires de transmission du traitement. Les cancers, c'est une punition, une réponse à une faute sexuelle. Non, totalement. Je pense à ça parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu, et pas que les réseaux sociaux, sur Internet, sur une étude qui aurait été faite sur le fait, par exemple, je pense, le cancer de la prostate, qui dit que les hommes doivent avoir 21 éjaculations mensuelles pour diminuer d'1/3 le risque de cancer de prostate. Alors c'est très bien ce genre d'études, sauf que quand on se présente avec un cancer de prostate, après on se demande si on a fait ce qu'il fallait dans sa vie, sexuellement parlant. Donc non, c'est pas ça qui déclenche les cancers. D'accord ? Donc mais je le dis parce que ça arrive quand même qu'il y ait des gens qui pensent que ce soit une punition, due à certaines pratiques également. Et ça, c'est plus pour le côté soignant. J'ai une petite anecdote aussi sur ça qui est très marrante.
arrêt de la sexualité chez les personnes âgées. Donc, déjà, âgée, il faut qu'on le définisse. J'ai un exemple, j'avais une patiente que je croise par hasard et puis qui m'explique qu'elle va avoir une curithérapie au niveau du col de l'utérus. Je lui dis, ça serait bien qu'on se voit quand même. Et elle me dit, pourquoi? Je dis, ça va être compliqué pour la sexualité. Elle me dit, non, mon oncologue m'en aurait parlé. Et on se voit. Et très en colère, parce qu'elle lui a pas expliqué les répercussions et tout. Donc j'envoie un texto à son oncologue en disant, ça va gueuler. Je le croise dans les couloirs. Il me dit, mais je comprends pas. Il y a 62 ans, je pensais pas qu'elle avait encore une vie sexuelle. Il en a 55. Je lui ai dit, on en reparle bientôt. Donc là, je veux rien dire en plus, parce que âgé, on le met où? Donc ça, c'est pas... Et pourquoi? Alors ça, je mets ça là aussi parce que c'est le problème de la sexualité, c'est les représentations qu'on en a tous. Et elles sont toutes différentes. Et le problème, c'est que comme on n'a pas de réelle formation dans tous les métiers quasiment, à part les sexologues, mais je veux dire, il faut une formation complémentaire parce qu'on l'aborde peu. Donc chacun, s'il y a des problèmes sexuels chez nos patients, chacun le traite comment, des fois avec ses propres représentations. Le pire, c'est ceux qui comparent à la leur. On ne projette pas sa sexualité sur la sexualité de nos patients. C'est terrible. On évite de le faire aussi. La sexualité, c'est ça. Celui-là, il est sympa, je trouve, parce qu'il met en avant un petit peu tout ce qui touche tous les aspects de la sexualité. Beaucoup de patients me disent, on n'a plus de rapport sexuel. Je dis, ah bon, vous ne vous caressez plus, vous ne vous embrassez plus, vous ne tenez plus la main? Et les gens me disent, si. En fait, ils n'ont plus de pénétration. Et on réduit la sexualité à la pénétration. Et c'est ça le problème. Du coup, s'il n'y a plus de pénétration, il n'y a plus de sexualité. Si je demandais, on ne va pas le faire, mais si je devais demander à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel, systématiquement, tout le monde pensera à la première pénétration. Alors que c'est pas ça. C'est les premières émotions qu'il y a eu, les premiers rapprochements intimes. Généralement, les caresses, on va dire même les préliminaires. Si on ne le fait pas avec tout le monde dans la rue, c'est que ça fait partie de la sexualité. D'accord? Ça reste de l'ordre de l'intime. Donc, on a des rapports sexuels qui peuvent être très plaisants sans pénétration. Ça, je le rappelle, je pense à tous les hommes qui vont avoir par les traitements, les cancers de prostate, beaucoup, qui vont avoir des difficultés, dysfonctions érectiles, voire une disparition de la fonction érectile. On peut avoir une sexualité plaisante sans pénétration. D'accord? Mais ça demande un travail, une acceptation, et puis de changer un peu ses habitudes, mais tout est envisageable. Il faut aussi rappeler, parce que la sexualité, on dit, oui, maintenant on est débridé, tout, c'est pas vrai. On a beaucoup d'accès à la sexualité facile avec la pornographie, mais en fait, dès que c'est un peu sérieux, il n'y a personne qui parle. Donc du coup, la sexualité, on n'en parle pas beaucoup, et quand on a des problèmes, généralement, on en parle très peu. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur les gens en bonne santé, tout âge confondu sur la sexualité, et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de troubles. Donc là, je vous en ai mis chez la femme, chez l'homme. En dehors de toute pathologie, vous voyez, il y a 20% de manque de désir sexuel, 18% d'absence de plaisir, 16% d'incapacité à atteindre l'orgasme, etc. Chez l'homme, c'est pareil, 15% de dysfonction érectile, 16% d'éjaculation prématurée. C'est-à-dire une éjaculation qui ne peut pas être, un rapport sexuel qui ne peut pas être maintenu plus de 2 minutes, normalement. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de troubles et pourtant, on en parle peu. On ne sait pas trop à qui en parler. Et en plus, on pense que dans les études, les gens, même si c'est anonyme, à répondre à des questionnaires, des fois, n'osent pas le dire en plus. C'est vraiment très, très difficile. Donc, dans la population saine, on a quand même des troubles dans la sexualité. C'est important de le rappeler, de ne pas croire qu'il n'y a que parce qu'on a une pathologie qu'on va avoir des problèmes dans sa sexualité. Ça touche tout le monde de façon plus ou moins durable. Dans sa vie, de toute façon, notre sexualité, elle évolue. Ça a beaucoup d'influence. Le travail, la fatigue, l'état psychologique, le stress, tout ce que vous voulez va jouer sur la sexualité. On n'a pas la même sexualité à 20 ans qu'à 40, qu'à 60, qu'à 80 ans. Ça évolue avec nous. Donc la sexualité, elle change et on peut avoir au cours de notre vie des troubles dans cette sexualité. On va parler un petit peu de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc l'oncosexologie, cette nouvelle spécialité qui s'ouvre. Donc la sexualité, les troubles sexuels liés au cancer. On voit beaucoup de prises en charge assez globales, puis on l'a entendu ce matin, c'est vraiment super intéressant tout ce qui peut être fait en cancérologie, les soins de support, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises à disposition des malades. La sexualité, ça commence à apparaître quand même. On en voit un peu plus de prise en charge des troubles sexuels, mais ça reste encore juste pour le moment, du moins en France.
alors que la thérapie sexologique devait être proposée. Alors j'ai mis le mot thérapie. Des fois c'est nécessaire, des fois non. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de consultations que je réalise où il n'y a qu'un rendez-vous avec le patient, parce que des fois c'est simplement pour des questions, des interrogations, le traitement, qu'est-ce qu'il a fait, comment, des petits conseils. Par exemple, c'est très fréquent la sécheresse vaginale chez une femme, lors de traitements hormonaux, lors de chimiothérapie aussi. Et bien, il y a des lubrifiants qui ne sont pas utilisés pour les rapports sexuels, mais qu'on peut utiliser en dehors pour réhydrater le vagin, qui vont permettre d'éviter ces sécheresses. Des fois, ça suffit, des fois non. Mais il y a des petites techniques comme ça à utiliser, et ça suffit, quoi. Le rapport un peu douloureux, on utilise certains lubrifiants, il est plus douloureux, la sexualité reste épanouie. Hop, on ne va pas chercher de problème plus profonds. Par contre, des fois, il y a des choses qui s'installent. Plus ça s'installe, plus c'est long à enlever. Mais généralement, on y arrive. L'intimité, couple et cancer, pour montrer que voilà, ça va changer un petit peu. Alors on entend rapprocher le couple, lutter ensemble face à la maladie, discuter des problèmes relationnels et sexuels. Ce qui est intéressant en fait dans cette petite diapo, c'est que c'est discuter. En fait, la communication dans le couple, elle est vraiment importante. On parle de beaucoup de choses en couple, rarement de la sexualité. En fait, la sexualité, souvent, on la vit, mais on n'en parle pas. Et c'est pour ça que des fois, c'est pas terrible aussi. Si on communique pas, des fois, on fait des trucs, ça nous plaît pas tant que ça, en fait. Et c'est le problème. Les couples qui communiquent beaucoup, je dis pas que c'est facile, ça aide. D'accord ? Par exemple, moi, dans des consultations, j'ai des patients qui viennent me voir et qui disent surtout, vous ne devez jamais m'appeler chez moi, jamais envoyer un courrier parce que mon compagnon, ma compagne ne sait pas que je suis là aujourd'hui. C'est problématique. La sexualité, le problème, il n'est pas sur le malade, c'est le couple. La sexualité, elle se fait à deux. Donc, il y a le couple qui doit revoir, changer peut-être ses habitudes dans ses rapports sexuels, pour avoir quelque chose de supportable pendant les traitements, voire après. Et des fois, beaucoup plus agréable de ce qu'il y avait avant. Éloigner le couple, faut aussi imaginer que des fois il y avait des difficultés antérieures, déni, qualité de l'implication, manque de dialogue, ça aide pas dans un couple. Le problème aussi du manque d'informations que l'on donne, et ça je vous en parlais tout à l'heure, c'est que si on ne communique pas, nous, sur les effets secondaires qu'il peut y avoir sur la sexualité, c'est facile, après les traitements, de ne pas comprendre ce qui nous arrive, et de ne pas en parler. Et si on n'en parle pas, on garde ça pour soi, et du coup, plus avoir envie de rapports sexuels, ou avoir des rapports sexuels douloureux, et tout faire dans son couple pour qu'il y en ait de moins en moins. Mais si l'autre, il n'est pas au courant, si on ne communique pas, ça met des tensions dans le couple, et on voit des séparations qui sont juste liées à un manque de dialogue. Donc, ça serait intéressant au moins d'en parler, de proposer des prises en charge, et on peut proposer également aux conjoints, comme on le fait au niveau psychologique. Moi, ça m'arrive de consulter des fois que le conjoint. Voilà. Je me rappelle une fois une dame, une jeune femme de 32 ans, cancer du sein, en pleine chimio, mais ça ne l'arrête pas. Elle était toute contente, toute bien, sauf que vraiment, elle a beaucoup changé. Les traitements étaient durs, mais elle voulait avoir des rapports sexuels. Et en fait, c'est son compagnon qui avait des dysfonctions érectiles. Il avait tellement peur de lui faire mal, il la voyait changer, fatiguée, il s'est dit c'est pas possible. Et voilà, il s'est fait peur tout seul. L'angoisse, ça donne pas des érections, les angoisses en fait. Donc du coup, il y arrivait plus. Voilà. Ouais, donc des fois, c'est le conjoint qui a besoin d'être rassuré, qu'on lui explique les choses, et puis ça va très très vite. La sexualité, c'est ça. Désir, donc l'envie d'avoir un rapport sexuel, l'intérêt pour un rapprochement, des caresses, tout ce que vous voulez. L'excitation, donc chez l'homme, l'érection. Chez la femme, la lubrification. Grosso modo, il y a une érection aussi chez la femme pour préparer le vagin à la pénétration. Le coït qui est juste après. Et on essaye d'aller jusqu'à l'orgasme. J'ai été gentil, je n'ai pas mis d'échelle de temps. Je ne veux vexer personne. Voilà. Parce que certains pensent que le coït, ça dure 3, 4, 5, 6, 7 heures, des fois, il paraît. C'est ce qu'on dit, c'est ce qui paraît. Donc, je vexe personne. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Quand il y a un traitement contre un cancer, on peut avoir une atteinte à ces 3 niveaux. C'est-à-dire, ça peut aller sur le désir sexuel, ça peut aller de
j'ai pas trop envie, j'ai plus envie, ça m'intéresse pas trop, mais ma foi, quand mon partenaire me titille un petit peu, se rapproche, j'ai envie. Et puis après, l'excitation vient, et il peut y avoir orgasme ou non. Ça peut aller j'ai plus du tout envie, faut même pas m'en parler, à un dégoût du contact. Alors ça vient aussi des fois de ce qu'on appelle le corps de soin, à force d'avoir été palpé, touché tout le temps, on perd la fonction érotique du corps, ça se travaille, ça demande un peu de temps, mais du coup le contact est inconsciemment, même s'il n'est pas du tout médical, il est rappelé à la phase longue des traitements, au toucher médical qui est pas érotique du tout, c'est pas l'objectif pendant les traitements. Donc du coup, ça, on peut aller jusque-là, mais il faut savoir que ça se travaille, relativement bien même. Mais il ne faut pas hésiter à consulter pour ça. Bon, imaginons le désir, ça va. Et puis l'excitation. Chez l'homme, pas d'érection. Vous allez voir, on a plein de choses. Il y a un truc qu'on a cherché, et quand il n'y a plus d'érection, on va la redonner. Donc on est équipé pour. Chez les femmes, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas de... Si le vagin ne se prépare pas de lubrification, si je parle acte sexuel hétérosexuel, ça n'empêche pas la pénétration. Sauf que si on y va, ça fait mal. Et si vous insistez, si ça fait mal, au bout d'un moment, on peut avoir ce qu'on appelle un vaginisme, c'est-à-dire une incapacité à avoir cette pénétration parce que la tête, elle n'est pas folle. À un moment donné, quand on a trop mal, si on dit « tu n'es pas capable de dire stop, moi je vais te dire stop », tout se contracte et il n'y a pas de possibilité de pénétration. Ou sinon, elle est très, très, très douloureuse. Donc, il ne faut pas aller jusque-là. Et puis, des fois, ça va bien, ça. Et puis, le corps, on a perdu aussi en masse musculaire. Le corps a changé, les sensations ont changé. On n'arrive pas à retrouver son orgasme. Ça s'apprend aussi. Ce que je conseille toujours, déjà, la masturbation, par exemple, c'est un super outil en sexologie, en sexothérapie, parce que c'est hyper difficile d'attendre de quelqu'un de nous donner du plaisir si soi-même on ne sait pas s'en donner. Donc, quand on a des troubles vraiment du plaisir, ça peut être aussi ça. C'est-à-dire qu'il faut déjà apprendre à s'en donner soi-même pour être capable aussi de s'en redonner à deux. Voilà. Ça peut être des problématiques. Et puis par contre, derrière, vous inquiétez pas, ça, la résolution, tout se calme derrière, ça touche pas, il n'y a pas d'impact. Si on s'intéresse plus particulièrement aux troubles du désir sexuel qui sont très très fréquents quand il y a un cancer, là j'ai réalisé une étude il n'y a pas si longtemps que ça, elle est en cours de publication, enfin elle est en soumission, j'espère que ça va passer, mais réalisation d'une étude de 60% de patients en soins ou en rémission d'un cancer, maximum 2 ans après les traitements. 33 femmes, 27 hommes, c'était un public assez jeune, vous voyez, en majorité entre 31 ans et 60 ans. Donc, ce qui en ressort, par exemple, tout ce qui touche pendant les traitements à l'angoisse de mort, les représentations du cancer, il va y avoir un impact sur la sexualité. Pourquoi ? Parce que l'angoisse et la sexualité, c'est deux choses bien opposées. C'est vraiment, l'angoisse ne donne pas envie d'aller vers la sexualité. D'accord ? Dans certains cas, mais c'est différent. Mais quand on a une sexualité qu'on a connue épanouie et tout, quand il y a des traumatismes qui arrivent, des peurs, ça inhibe la sexualité, l'envie d'aller vers la sexualité. Donc il y a une inhibition ou des troubles psychosexuels qui peuvent apparaître. Pourquoi psychosexuels ? Parce que des fois, ce sont des troubles qui sont d'origine psychologique et qui ont une répercussion sur la sexualité. Ce n'est pas forcément organique ou lié au traitement directement. Là, dans cette petite étude, du coup, c'était le cas, vous voyez, d'une grande majorité de l'étude qui a présenté des angoisses liées à la maladie. Et ça a engendré chez eux une inhibition du désir sexuel. La fatigue, qui touche énormément de personnes pendant les traitements et qui, des fois, perdure vraiment longtemps après l'arrêt des traitements. Alors, il y a la fatigue physique, mais il y a aussi la fatigue psychologique. La fatigue, ça ne donne pas envie d'avoir un rapport sexuel. Pourquoi ? La sexualité, c'est quand même physique. On n'est pas obligé non plus c'est pas un marathon, mais ça demande quand même des capacités physiques. Si on est fatigué et qu'on n'a plus ces capacités physiques, on ne se torture pas nous-mêmes. La libido, qui est quand même une grande dimension psychique, même s'il y a l'aide des hormones sexuelles bien entendu, mais il y a une grosse dominance psychique, et bien du coup, cette libido, elle diminue, pour pas se faire mal non plus, pour pas se dire j'ai trop envie, mais je peux pas le faire. Donc du coup, elle s'adapte, elle diminue cette libido. La fatigue va inhiber aussi l'imaginaire érotique, les fantasmes. Du coup, ça va diminuer la libido, le désir sexuel. Si on n'a plus d'envie d'avoir des rapports sexuels,
il faut essayer de réfléchir la dernière fois qu'on a pensé à de la sexualité, la dernière fois qu'on a eu un fantasme. Généralement, c'est lié. Si on n'a plus d'envie d'avoir un rapport sexuel, on n'a plus de libido. On n'a donc plus de fantasme. On ne pense plus à la sexualité. Ça se travaille aussi. Par exemple, ceux qui aiment lire, les lectures de livres érotiques, ça booste bien la libido. Ça aide, vous voyez, c'est des petits trucs, ça. Se rappeler de ses anciens fantasmes. La masturbation, si on aimait ça, ça aide aussi. En fait, il y a plein de petites choses comme ça que je m'adapte en fonction des patients et en fonction de leur vécu. En fait, c'est ce que je dis souvent. Sexologue, c'est facile d'être sexologue. On a 3-4 connaissances, et puis après, on guide. Voilà. On ne fait pas des miracles, on aide. Donc, du coup, on donne des petites billes à chaque personne, elle teste, on vient me voir, ça a marché, ça n'a pas marché, boum, on jette, on réessaye autre chose, et ainsi de suite. C'est comme ça que je travaille, comme ça, on arrive à trouver pour chacun ce qui fonctionne. C'est vrai que les lectures, ça fonctionne pas mal. Il y a un bon retour chez les femmes, plus. Chez les hommes, un peu moins. Les hommes, ils sont plus... Souvent, c'est pas le cas tout le temps, mais la pornographie. Après, la pornographie, bon, ça aide pas forcément, ça aidera pas l'imaginaire érotique. Parce que ça fige une image, donc le cerveau, il a rien à faire. C'est feignant, en fait. Quand on est feignant quand on regarde des pornos. C'est qu'on veut pas s'embêter à se triturer l'esprit, à se construire notre scénario, etc. Donc, du coup, il y a l'image, ça nous excite, c'est parti. Mais du coup, si cette image n'est pas présente, il n'y a pas d'excitation. Donc, il faut travailler l'imaginaire érotique. C'est comme quand vous lisez un bouquin et que vous allez voir le film au cinéma, souvent vous êtes déçu du film. Parce que votre tête, elle a construit les personnages. Donc si vous lisez quelque chose de romantique, d'érotique, eh bien du coup la tête, elle va travailler. Et elle va construire ces images, ça va renourrir un imaginaire érotique. Moi ce que je dis souvent sur la libido, c'est comme... Alors bon là maintenant je ne vais pas parler de cheminée parce qu'on n'est plus l'hiver, mais comme le barbecue. Si vous voulez des flammes, il faut qu'il y ait de la braise. Donc pour avoir de la braise, il faut mettre un petit peu de bois de temps en temps. Là, c'est ça. C'est si vous voulez avoir une bonne libido qui peut exploser de temps en temps, il faut l'entretenir régulièrement. Voilà. C'est comme si vous êtes alité toute une semaine, ou imaginons, vous restez un mois allongé, vous ne bougez pas, et qu'un jour j'arrive et je vous emmène, allez, on fait un marathon. Je vous aurais pas envie, puis ça va être compliqué. C'est pareil pour la sexualité. Si la tête n'est pas régulièrement, n'a pas envie, c'est difficile de la booster du jour au lendemain. C'est vraiment un symptôme fréquent. 99% c'est surtout en cours de chimiothérapie, mais on le sait, c'est vraiment un des gros symptômes en cancérologie, une des grosses plaintes des malades. La capacité de séduction et l'image corporelle qui est très importante dans la sexualité. Comment imaginer plaire à quelqu'un si on ne se plaît plus soi-même ? Le corps change trop vite. C'est un bouleversement. Les traitements, c'est très rapide. Donc du coup, si le corps change rapidement, il va y avoir des impacts négatifs sur soi. Moi, je rencontre beaucoup de patients qui sont célibataires et du coup, qui me disent « Ah ben, c'est pas possible ça. Personne ne va vouloir de ça. » J'ai dit « C'est vous qui pensez ça. Mais laissez la chance aux gens de venir. » Parce que le problème, souvent, c'est on s'enferme nous-mêmes. On se met des barrières. Comme ça, on laisse les autres à distance. Et on se dit que c'est impossible. Mais il faut tenter. Et le physique, oui, ça joue, c'est sûr. Mais c'est vous qui vous jugez parce que vous vous rappelez de ce que vous étiez avant. Mais on change tous. Avec l'âge, c'est pareil. C'est vrai qu'il y en a qui ne supportent pas vieillir aussi. Qui disent, voilà, ils se rappellent comment ils étaient avant. Et tout ça, ça demande une appropriation. C'est compliqué. Ça demande du travail. Là, par exemple, dans l'étude que j'ai faite, il y avait quand même 87% quasiment des sujets qui présentent cette atteinte de l'image corporelle et du coup qui ont des répercussions sur la sexualité. Je vous ai mis quelques exemples que on peut entendre dans les consultations. Sans un sein, je ne vois pas comment je peux être séduisante. Comment voulez-vous qu'un homme ait envie de moi ? J'ai perdu 12 kilos, je ne ressemble plus à rien. Ça, c'est des choses que j'entends régulièrement, qui sont difficiles, qui sont de vraies souffrances. Ah oui, là, c'est un peu plus élevé, comme tout à l'heure, c'est le même pourcentage, 87% du coup des patients qui nous ramènent cette difficulté. L'angoisse de performance, qui n'est pas propre à l'homme, plus chez les hommes, parce que un rapport sexuel, merde, faut assurer, quoi. C'est obligé, tout le monde le dit. Attends, si on le dit, c'est que c'est vrai. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, comme il y a ça qui véhicule, on a l'impression que l'homme doit avoir une super érection, c'est un acte de performance,
vous imaginez pas quand la dysfonction érectile apparaît, le coup au moral. Puis c'est un cercle vicieux, ça. Il suffit d'une fois ou deux. Alors si les 2 fois s'enchaînent, c'est fini. L'érection n'est pas là. Le coup d'après, c'est faut que j'y arrive, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive. Ah bah gros coup de stress, il n'y a rien qui se passe. Quand on stresse, c'est soit c'est fait pour se battre, hein, c'est physiologique, ou pour se sauver. C'est pas fait pour avoir un rapport sexuel. Donc du coup, l'érection ne sera pas là. Je dis ça parce que dans beaucoup de cas, par exemple, alors attention, il y a des vraies dysfonctions érectiles organiques. Hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Là, je parle de celles qui sont où il y a un impact psychologique. Quand j'interroge mes patients qui sont dans ce cas-là, c'est là que je le sais, je leur demande à la masturbation s'il y a une érection et ils me disent oui. Aucun souci quand ils se masturbent. Donc, c'est que c'est vraiment d'ordre psychologique. Sinon, il n'y aurait pas d'érection lors de la masturbation et il n'y aurait plus d'érection non plus naturelle ou très faible qui ne permettrait pas un rapport sexuel. Donc, c'est celle-là. Et la femme, c'est pareil. Pareil pour la femme qui se dit « Attends, mon devoir conjugal, quoi. Il faut que j'assure. » Ça aussi, on le voit. Donc ça, c'est difficile. C'est se stresser aussi. Et s'il y a du stress, c'est pareil. Il n'y a pas d'excitation, pas de lubrification vaginale, pas non plus d'érection des corps caverneux. Donc le vagin n'est pas prêt. Si la pénétration a fait un peu violemment, eh ben, ça donne des douleurs. Donc il peut y avoir, sur l'angoisse de performance, il y a plusieurs choses. Des fois, c'est vrai que ça excite, des fois, ça inhibe. Mais bon, il va y avoir une répercussion directe sur le désir sexuel et puis sur la sexualité. Alors, le manque d'information sur la répercussion sexuelle, vous allez voir, il y a des choses, ça revient sur ce qui a été dit ce matin. Des fois, le manque d'information, surtout dans la sexualité, c'est compliqué. Oui, il y a Internet, oui, il y a les forums. Je vois rarement de forums où les gens chez qui tout s'est bien passé expliquent leur histoire. Donc, c'est toujours les cas où un truc catastrophique, c'est malheureux pour eux, hein, je critique pas du tout, mais alors si vous lisez ça, ça fait peur, quoi. Mais le problème, c'est qu'il faudrait peut-être que nous, on informe un peu plus pour éviter ça. Dans cette étude, 100% des patients mettent en avant un manque d'information sur la répercussion sexuelle du cancer et des traitements. On n'en parle jamais. Moi, je me rappelle avec un oncologue, quand j'ai fait une présentation, il me dit « Ah là là, moi Sébastien, j'en parle systématiquement. » Il dit « À chaque fois que j'ai un jeune couple, j'en parle. » Ah, je dis « Non, vous parlez de procréation, c'est pas pareil. » Je dis « Vous savez, on peut avoir des rapports sexuels sans avoir d'enfants. Hein. » J'ai dit « Essayez, c'est sympa. » Mais c'est parce que voilà, souvent, ça pour la procréation, on en parle. D'ailleurs, je reviendrai tout parce que j'ai fait une étude sur les adolescents et jeunes adultes, les adolescents et jeunes adultes, pardon. C'est catastrophique, je crois, ce côté-là, parce que en plus, ils sont dans une sexualité naissante, donc c'est encore plus compliqué. Les couples peuvent être très très jeunes. Ne pas comprendre ce qui nous arrive est source d'angoisse. Combien j'ai vu surtout dans l'après-cancer, ne pas comprendre pourquoi la sexualité ne revient pas. Je comprends pas, mon oncologue a dit j'étais en rémission, la vie allait reprendre, il faut que je reprenne le travail, j'ai pas du tout envie. C'est source d'angoisse, ça. Et puis plus il y a de l'angoisse, moins il y aura d'envie. Donc il faut comprendre d'où ça vient, et puis aussi donner des petites billes pour que ça reparte. Donc les situations sont anxiogènes car non préparées. J'ai eu des patients, heureusement quand même, j'espère, ça se voit pas beaucoup, mais nous on avait un urologue qui était spécialiste de ça. Il ne prévenait pas. Quand il enlevait les prostates, il disait juste « Moi, je vous enlève la prostate, vous n'avez plus de cancer. » C'est vrai que c'est vu sous cet angle, tout de suite, on fait enlever la prostate. Il ne prévenait pas derrière, la répercussion. Si on enlève les bandelettes, il n'y a plus d'érection. Quand on se retrouve chez soi avec ça, c'est compliqué. Ça se prépare. Maintenant, bien sûr, avec les nouvelles techniques, en plus, on le voit de moins en moins, heureusement. Mais ça se prépare quand même. Il y a une urologue sur Nice qui a fait une étude sur la préparation des hommes pour la prostatectomie. Et tous les patients préparés à ce possible impact, juste en expliquant, il y a moins de troubles érectiles derrière. Je me rappelle une fois d'un patient qui venait pour suite d'un cancer, d'un lymphome. Il était à distance de ses traitements. Il n'avait plus d'érection. Il avait une énorme gynécomastie, donc il avait des glandes mammaires, il avait un dérèglement hormonal très important, sauf que ça n'avait pas été regardé, mais il s'est juste assis en face de moi, ça se voyait. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à son oncologue un bilan. J'ai rien fait du coup, j'ai dit on va voir ce qu'il y a, faut attendre. Mais le fait que je lui dise que c'est sûrement un problème lié au traitement, entre 2 semaines qu'on s'est vu, il a eu 2 érections.
Je suis fort, hein? J'ai rien fait. Et ça faisait 8 mois qu'il n'en avait pas eu. Mais le fait qu'on puisse... Il y a un impact psychologique important. Donc le fait qu'on lui dise, oui, il y a un problème, c'est lié au traitement qu'on vous a donné. Il va commencer à comprendre. Quand on comprend, on est moins angoissé. Quand il y a moins d'angoisse, on peut laisser place à la sexualité. Oui, alors les patients se retrouvent alors dans une spirale négative où le manque d'information et de prise en charge en oncosexo augmente les troubles psychosexuels. C'est vrai que plus tôt on intervient, mieux c'est. Hein. Là, je vais vous faire une petite présentation rapide. Vraiment, c'est succinct pour qu'on puisse voir un petit peu aussi ce qui peut impacter sur la sexualité. Alors, j'ai mis là où les chirurgies, donc, chez la femme, pardon, pour commencer. Là où les chirurgies, pensez pas qu'aux chirurgies mutilantes, comme quand je mets mutilation, par exemple le sein, l'utérus, quand on a vraiment les attributs féminins d'une femme, qui est très compliqué. Hein. Moi, j'ai une patiente, je m'en parlais tout le temps, elle a fait sa mastectomie, elle l'avait très bien préparée. Elle s'est fait aider par une psychologue du service. Vraiment, elle a bien préparé le truc. Puis elle avait 47 ans, elle avait déjà 3 enfants, et puis on lui a proposé, par rapport à sa pathologie, de retirer la matrice, hein, donc d'enlever l'utérus, les ovaires. Puis ça a été vite, ça, parce qu'on s'est dit, elle a déjà 3 enfants, elle vit bien, là, les traitements, ça se passe bien et tout, super dynamique, donc ça a été fait trop vite. Et elle est venue me consulter, et la phrase qu'elle m'a dit, je me rappelle tout le temps du coup de ça, parce qu'elle m'a dit, avant, j'avais le choix de ne pas avoir d'enfants, maintenant, je l'ai plus. Et elle n'en voulait pas. Elle me dit, c'est stupide parce que je ne voulais plus d'enfants. Mais on n'enlève pas comme ça des organes sans préparation. On n'investit pas psychiquement tous les organes de la même façon. Il y a des gens, c'est peut-être plus facile que d'autres, et d'autres, ça peut être très difficile. Je pense aussi à toutes les chirurgies où il y a des très grosses cicatrices sur l'abdomen, sans parler de chirurgie gynécologique ou du sein. Mais quand il y a une balafre sur le corps, il faut vraiment déjà s'approprier ça, accepter. Comment, si on n'accepte pas de toucher ses cicatrices et son propre corps, comment accepter que quelqu'un d'autre le touche? Vous voyez, il y a tout ça, et ça c'est très important, et ça se travaille, ça, bien sûr. En chimiothérapie, je vous donne des effets secondaires courants qui sont... Alors, je vous le donne comme ça, c'est pas forcément... Ça peut être lié au traitement, ça peut être lié après à un aspect plus psychologique. Hein. Il y a les deux, c'est difficile à cerner d'ailleurs qui fait quoi. Donc, diminution de la libido en chimiothérapie, c'est très courant, très fréquent. Moi, j'ai eu un cas il n'y a pas longtemps, une dame qui est l'inverse. Elle me dit, vous pouvez... Limite, j'aimerais qu'on me remette une chimio. Elle était sérieuse en plus quand elle disait ça, parce qu'elle disait, j'ai jamais eu autant envie de faire l'amour avec mon mari qu'avec sous chimiothérapie. Il y avait dans sa sexualité avant, ça n'allait pas, attention. Après, ça n'allait pas mieux. Le cancer a dû, avec des peurs, les pulsions de vie qui ont dû se mettre mélangées à tout ça. Il y a quelque chose derrière, bien sûr, mais c'est rare, vraiment très très rare qu'on me dise ça. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est la première seulement. Sinon, les 3/4 du temps, c'est une forte diminution de la libido. Un désintérêt, des fois total, pour la sexualité, pour toute forme de sexualité, la masturbation également, les caresses, hein, la tendresse aussi, hein, des fois, le contact physique. Il peut y avoir de tout dans ce désintérêt. Les sécheresses vaginales qui peuvent être importantes, on en reparlera tout à l'heure. Les dyspareunies, donc les douleurs à la pénétration, souvent intriquées par les sécheresses, hein, quand un vagin est sec, ça fait très très mal, parce qu'un pénis, c'est rarement très bien lubrifié. Altération des ovaires, il peut y avoir un impact hein, donc sur la fertilité. La ménopause induite par les traitements, hein, donc pendant le traitement de chimiothérapie. Altération des sensations, l'atteinte de l'image corporelle, c'est vrai que ça va très très vite, le corps change trop vite, c'est difficile à accepter. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, là on reste dans du très, très général, hein, vraiment sur ce traitement, mais voilà, les patients en cours de chimiothérapie, voilà ce qu'on peut ressortir un petit peu. Hein. Il n'y a pas que ça, attention. Puis on n'est pas obligé, hein. Hein, faut pas se dire non plus, ah ouais, j'aurais tout ça. Ouais, c'est pas... Heureusement, pas obligatoire. L'effet de la radiothérapie externe, si elle est pelvienne. Diminution de la libido, sécheresse vaginale, saignements vaginaux, ça c'est bien de prévenir aussi, c'est toujours bizarre d'avoir des saignements. Les douleurs à la pénétration, l'infertilité, l'altération de la production d'hormones sexuelles, c'est possible, l'altération des sensations, un raccourcissement du vagin, le vagin peut changer suite à la radiothérapie, ce qui va donner des douleurs derrière. Hein, il y a beaucoup de choses. En radiothérapie externe, on parle très peu des intromissions vaginales. Moi, je pense qu'il faudrait le faire.
On en parle par contre qu'en cas de curithérapie. Là, normalement, c'est très bien préparé chez la femme, mais je trouve qu'en radiothérapie externe, on devrait le faire. Quand c'est pelvienne, on devrait le faire. Donc la curithérapie, je vous ai mis quelques généralités. C'est le traitement, là, par exemple, pour un cancer du col, on va venir irradier le col. Donc on passe par le vagin pour irradier directement au niveau du col. On peut avoir des parois du vagin qui vont avoir tendance à se coller en cicatrisant. On le voit. Après, le problème, c'est que c'est chirurgical, la réparation. Donc il y a des petits conseils à donner. Normalement, c'est tout le temps donné dans les centres de curithérapie. Des irrigations vaginales pendant 15 jours. Donc les produits sont donnés, tout, pour bien désinfecter le vagin parce que quand il cicatrise. Et puis des intromissions vaginales, des dilatations si vous voulez. Alors il y a le truc super glamour en bas à droite, qui est en pharmacie, qui est donné maintenant. Enfin nous, par chez nous, je sais que le centre de curithérapie le donne à toutes les femmes quand elles viennent à leur séance. Un sextoy, ça peut être sympa si on en a un, si on aime ça. Attention à la taille. Attention quand même, allez pas vous faire mal. Et puis si vous avez un homme sous la main, c'est pratique, ça fait dilatateur vaginal aussi. Par contre, 3 fois par semaine. Ah, les prescriptions ne rigolent pas. Moi, je dis 1 an parce que c'est par rapport à cette étude qu'a fait cette urologue sur Nice aussi. Elle a fait une étude où elle préconise 1 an. Dans les centres, je sais qu'ils préconisent 6 mois. Bon, après, on peut pousser un peu. Moi, je dis toujours, si on peut prendre du plaisir, tant qu'à faire, il faut y aller. C'est vrai. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça, donc elles le font pour éviter que le vagin se colle. Mais si vraiment on prend du plaisir, faut pas culpabiliser de prendre du plaisir. Jamais. L'hormonothérapie, diminution de la libido, rétrécissement du vagin, bouffée de chaleur, perte de souplesse au niveau du vagin, sécheresse vaginale, dyspareunie. Donc en plus, ça c'est un traitement très court, 5, 10 ans. Ça va. Donc, faut éviter que ça s'installe. Faut pas se dire, je vais attendre après, parce que ça va être long quand même. Donc, on peut intervenir. Il y a beaucoup de choses. Même en homéopathie, il y a vraiment des trucs intéressants qui peuvent fonctionner sur les sécheresses vaginales, sur la libido. Après, on a des crèmes, on a vraiment des solutions. Donc, je vous en parlerai de toute façon, ça un peu. Des choses qui fonctionnent relativement bien. Et puis, sans aller jusqu'aux médicaments. Des fois, on est obligé d'aller jusqu'aux médicaments, bien sûr. Parce que moi, je suis pas médecin, mais en aucun cas, j'enlève le côté organique, côté médical. Je travaille beaucoup avec les oncologues, avec des gynécologues, avec des urologues. Quand on a besoin, bien sûr. Je fais pas tout dans mon coin, tout est dans la tête. C'est stupide de dire ça. C'est très dangereux même. On passe à l'homme. La chirurgie, donc la prostate, qui est sous la vessie, souvent on enlève les vésicules séminales qui sont au-dessus, donc le réservoir du sperme et le liquide séminal qui est fabriqué par la prostate. 85% du sperme est composé de ce liquide. Donc c'est vrai que quand on retire la prostate et les vésicules séminales, on a des orgasmes secs, on peut avoir du plaisir, mais plus d'éjaculation. C'est important de rappeler à l'homme qu'il peut avoir du plaisir. Il peut avoir des orgasmes, même s'il n'y a pas d'érection aussi. Et ça, c'est important de leur expliquer. Parce que tant qu'à faire, si on peut garder... Ça, je ne vous l'ai pas dit, c'est vrai. Mais en fait, la finalité de la sexualité, c'est quoi ? C'est pas la pénétration, c'est le plaisir. Normalement, si on a ça en tête, peu importe comment on y arrive. On peut utiliser beaucoup... Moi, ça, je dis à des couples, je dis, vous savez, à mon avis, c'est pas avec votre pénis que vous rendez super heureux votre femme. Il y a d'autres choses plus sympas. Alors si la partenaire est là, la femme est là, et puis qu'elle dit bah oui, ça m'aide. et comme ça, on trouve autre chose. Parce que des fois, il y en a, ils sont bornés. Ils pensent que c'est avec leur truc, ils font des miracles. Donc la dysfonction érectile. Je dis ça, mais c'est une souffrance par contre quand il y a des dysfonctions érectiles. Qu'on ait des rapports sexuels heureux, épanouis, avec ou sans pénétration, le fait de perdre ses érections, c'est une souffrance. Attention, une vraie souffrance. Je ne rigole pas de ça par contre. Une infertilité, une perte d'éjaculation ou très peu d'éjaculat, très très peu. Des éjaculations rétrogrades, ça arrive, c'est-à-dire que le sperme part dans la vessie. C'est particulier, et puis après, du coup, ça va s'évacuer dans l'urine. Faut prévenir aussi le patient.
des incontinences possibles parce qu'il y a des traitements, on abîme le périnée aussi, donc la rééducation du périnée, c'est intéressant chez l'homme aussi. L'homme a un périnée, c'est important aussi de le rappeler. Souvent, on le sait avec les femmes, avec la rééducation du périnée après les accouchements, mais les hommes aussi. Voilà. Et ça se travaille. Il y a des exercices à faire, après on peut aller jusqu'à la sonde, c'est moins agréable, mais bon, ça fonctionne bien. Et climatérer, le fait d'éjaculer, d'uriner au lieu d'éjaculer ou pendant l'orgasme. Ça aussi, il faut prévenir. Quand ça arrive, c'est pas sympa. Les solutions médicales, mécaniques, comme je vous disais, on en a beaucoup. On a le petit nouveau qui est sorti, je ne l'ai pas mis, mais je vous en parlerai vite fait. Donc on a tout ce qui est IPDE5, Viagra, Cialis, beaucoup donné par les urologues, le Cialis. Ça donne pas des érections. C'est important de le dire. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, moi ils viennent, sont tous sous Cialis, ils disent ça marche pas son truc. C'est pas fait pour en donner, c'est fait pour la maintenir. Il faut vraiment qu'il y en ait une déjà. Sinon ça fonctionne pas. C'est bien, ça permet d'oxygéner les corps caverneux, c'est important parce qu'il ne faut pas que les corps caverneux soient en manque de sang et d'oxygène, bien sûr. Mais en soi, ça ne donne pas d'érection. Ça permet de la maintenir. Par contre, les injections intracaverneuses donnent des érections. Je vais vous dire dans quel cas. Et il y a aussi maintenant le Vitarose qui est sorti, le gel intra-urétral, pardon. Donc on met dans l'urètre. Bon, maintenant, c'est plus, je vous ai mis une photo avec piqûre. Maintenant, il y a le petit stylet, on voit moins la seringue pour se piquer. C'est pas douloureux. Après, j'avoue que les premières fois, ça doit pas être sympa. Être comme ça, tout seul. Bon, généralement, c'est l'urologue qui fait la première, mais bon. Après, chez soi, c'est pas facile. Après, c'est pas douloureux, sauf si l'érection dure trop longtemps. C'est embêtant parce que des fois, il y a des problèmes, on le verra sur Priapis, qui sont possibles. Par contre, il faut retenir que dans ces trois situations-là, il faut absolument qu'il y ait une conservation des bandelettes. Il faut qu'il y ait la commande nerveuse et vasculaire, au moins d'un côté, pour qu'il y ait possibilité que ça fonctionne. Si on a tout coupé, ça ne fonctionnera jamais, ça. D'accord ? Donc après, on a des solutions mécaniques. On a le vacuum, la pompe à vide, qui, oui, c'est pas glamour. Je suis d'accord. C'est un appareil. Après, aussi, dans le couple, si l'érection est super importante, à voir comment on peut aussi le mettre dans les préliminaires. Ça prend pas trop de temps, ça fonctionne bien. Moi, j'ai beaucoup de patients qui s'en servent, ils sont contents. On en trouve en pharmacie, c'est cher. On va dans un sex shop, c'est moins cher. Je suis désolé, je suis obligé de le dire. C'est plus fort que moi. Et ça fonctionne tout aussi bien. Donc voilà, avec un anneau qui permet de garder l'érection, on conseille de ne pas le garder plus d'une demi-heure. Je suis désolé. Désolé, mais bon, je trouve que ça coûte cher la sexualité. Donc, surtout quand on ne l'a pas demandé d'avoir une prostatectomie, si on peut derrière régler ses problèmes à faible coût. Et puis sinon, ça c'est rare. Moi j'ai dû faire la demande pour un patient, je crois, en 5 ans, de faire mettre une prothèse. Vous voyez, donc là c'est définitif. On remplace les corps caverneux, c'est définitif parce qu'on remplace les corps caverneux, donc après il n'y a plus de retour en arrière possible. Il y a plusieurs prothèses, celle-ci ça semble être la mieux, c'est-à-dire l'intégrale, parce qu'on peut garder les semi-rigides, mais alors c'est-à-dire qu'on a tout le temps une érection, c'est très agréable quand même. Il y a un petit ballonnet d'eau, de liquide qu'on met dans le bassin. Dans le scrotum, on va mettre une petite pompe. Oui, c'est pas glamour, faut appuyer, ça fait passer l'eau, ça gonfle. Mais si vraiment l'érection est importante, que l'homme en a besoin, c'est envisageable. Mais je vous dis, moi, c'est vraiment très très rare. Je crois qu'il n'y a qu'un homme. J'ai même pas vérifié s'il était jusqu'au bout parce que je lui ai donné le contact du chirurgien qui faisait ça, donc c'était à lui de faire la démarche. Je ne sais pas s'il a été jusqu'au bout, mais ça m'est arrivé qu'une seule fois. L'orchidectomie, quand on enlève un testicule, alors ça, c'est marrant parce que j'ai des jeunes patients, souvent ils me disent « Oh, je m'emballe et ça tombe bien, c'est de ça dont on parle. » Donc il y en a qui ça les dérange pas, mais il y en a, c'est très compliqué. Et ça me rappelle sur un sein, j'avais une fois un médecin. Il était un peu lourdin, lui. Il était gentil, mais il avait des bottes. Il me dit à une patiente, il croyait lui faire... Enfin, je sais pas ce qu'il croyait, mais c'était très très dur sa mastectomie, mais c'est vrai qu'elle avait une toute petite poitrine. De l'extérieur, ça se voyait pas. Et il lui a dit comme ça un jour, vous allez arrêter avec ça. Vos seins, on les voit pas de toute façon. Il me l'a pas aidé. Alors moi, quand on en a parlé, j'ai dit, et si je vous enlève une couille, on le voit pas quand même. Et on verra comment vous allez le vivre. Testicule, vous allez dire, il y a peu de personnes qui vont le voir de l'extérieur. Mais même si on sait qu'on a ce manque,
ça peut être aussi mal vécu que la femme quand on lui enlève son sein, hein. Donc ça touche à la virilité. Donc s'il y a besoin, on fait mettre une prothèse. C'est à la demande du patient. Il faut penser qu'il y a beaucoup de facteurs psychologiques. Atteinte de la virilité. Je suis plus un homme. Alors ça aussi, tous les médecins qui prescrivent, ça m'énerve quand ils font des courriers et que je lis impuissance. Ce mot me gonfle. Impuissance, c'est lourd comme mot. Ça veut dire qu'on remet en question l'état d'homme. Non, il a une dysfonction érectile. À un moment donné, pourtant les médecins aiment bien les mots. Ils aiment mettre des impuissances. Non, c'est dysfonction érectile le terme. Donc c'est une dysfonction érectile. On garde, et il y a plein d'hommes qui ils se disent ça, je suis impuissant. C'est lourd, c'est dur. Donc non, c'est pas vrai. Il y a un problème sur la fonction érectile. Et alors, peur de voir ses préférences ou apparences sexuelles changer, ça arrive de temps en temps. Il y a un traitement qui aide pas, c'est l'hormonothérapie. On va le voir tout à l'heure. Ça aide vraiment pas pour ça. Donc la chimiothérapie chez l'homme, c'est possible d'avoir une diminution de la libido, une atteinte de l'image corporelle, des dysfonctions érectiles, des douleurs à l'éjaculation, une diminution de la sécrétion de testostérone, ça peut arriver, infertilité, transitoire ou permanente, et une altération des sensations aussi. Hein. On a des neuropathies, comme on peut avoir les sensations, le goût de ferraille dans la bouche, on peut avoir des sensations qui changent. De temps en temps, ça arrive des patients qui ont des éjaculations douloureuses. Bon, après, on cherche, hein, parce que ça peut cacher plein de choses. Mais ça peut être simplement lié aux répercussions du traitement. Ça disparaît une fois que la chimiothérapie est terminée. Sur la radiothérapie, je suis pas gaffe là, moi. Faut que je me dépêche, pardon. Sur la radiothérapie, dysfonction érectile, douleur éjaculatoire, orgasme sec, altération des sensations, altération de la production d'hormones, incontinence. Et toujours les choses, curithérapie, c'est moins sympa aussi, comme chez la femme, on passe à travers le périnée, donc là on peut avoir, c'est pas sympa. On peut avoir plusieurs choses, hein. Le périnée est atteint souvent, donc il faut refaire une rééducation du périnée, ça peut être intéressant. Voilà, après il y a d'autres problématiques qui peuvent apparaître, qui sont aussi plus rares. L'hormonothérapie chez l'homme, dans les cas de cancer de prostate métastatique, on peut avoir ça. Alors vous voyez, là on va avoir, par contre chez l'homme, là on va avoir ces hormones féminines vont s'exprimer, donc on peut avoir le corps qui change énormément, aller jusqu'à ce qu'on appelle la gynécomastie. C'est pas terrible non plus. Des fois, ça se règle par des traitements hormonaux, dans beaucoup de cas, heureusement, et des fois, il faut aller jusqu'à la mastectomie. Donc c'est pas simple, c'est lourd, c'est très très lourd, ça aussi, ça c'est difficile. Concernant les douleurs, je vous en ai parlé un peu, donc on va aller vite. Chez la femme, en fait, les douleurs principales qu'on a souvent, c'est les douleurs à la pénétration. Voilà. Donc, c'est parce que le vagin, il a changé, parce que le vagin, il est sec. On a les couches de cellules épithéliales qui peuvent disparaître. Il y a des nouvelles techniques, d'ailleurs, avec le laser qui apparaissent. Pas trop de retours encore, j'ai vu, mais il paraît que ça peut être vraiment très, très intéressant. Donc, voilà, on peut avoir pas mal de choses au niveau du vagin. En cas de sécheresse vaginale, moi, honnêtement, au tout début, je conseille les lubrifiants longue durée, non hormonal qu'on trouve en pharmacie. Par contre, il faut le mettre tous les jours. Ça, c'est pas dit souvent. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, ils l'utilisent que pour le rapport sexuel. Non, il faut l'utiliser au quotidien. Ça réhydrate bien, ça permet de lubrifier. Et puis, pendant le rapport sexuel, il faut utiliser autre chose, hein, des huiles, par exemple, l'huile Velleda, c'est pas mal. Sinon, des lubrifiants dans le commerce, faire gaffe, des fois, c'est assez agressif. Mais on peut réutiliser en cas de sécheresse très importante. Si les sécheresses partent pas, en cas de cancer hormonosensible, on a la colpotrophine qu'il faut se faire prescrire par son oncologue ou son médecin, un gynéco généraliste. Et puis après, voilà, les cas de cancer non hormonosensible, il y a toujours le traitement substitutif hormonal qu'on donne aux femmes lors de la ménopause, qui peuvent permettre de diminuer un petit peu ces sécheresses. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes qu'on peut utiliser. Beaucoup de femmes, ça suffit le premier, le lubrifiant longue durée, ça fonctionne bien, elles sont contentes, elles utilisent autre chose pendant le rapport sexuel, il y a pas de douleur induite par ça. La vulvodynie, ça c'est un peu chiant, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop, il y a pas mal de choses, il y a des traitements, des crèmes, des corticoïdes, certains antidépresseurs qui peuvent être donnés. Il y a des choses qui fonctionnent pas mal en dehors, après ça ne fonctionne pas chez tout le monde, la relaxation. Le massage et détente du vestibule vulvaire, juste à l'entrée, c'est là que c'est douloureux. Hein. Alors, bon, le doigt exagérément enfoncé. Mais si on met juste à l'entrée ici, souvent, c'est ce que je dis à mes patientes, où vous avez mal quand je leur montre comme ça. Ah oui, c'est là. Hein, puis quand elles se massent, c'est tendu. On masse, faut pas hésiter à relâcher tout doucement. Sinon, il y a des kinés, des sages-femmes qui font ça.
Le travail du périnée qui est important, un bon périnée, hein, ça peut limiter les douleurs. Chez l'homme, je vais assez vite, je vous l'ai dit, le priapisme qui est compliqué, qui peut être dû aux injections intracaverneuses. Hein, trop de produits des fois. Quand ça dure plusieurs heures, c'est chiant. C'est pas très très bon. C'est ça des fois qui est un frein aussi, hein, parce que j'ai des patients qui disent ça dure trop longtemps quoi, à utiliser. Le vacuum c'est bien, c'est dès qu'on enlève l'élastique, l'érection part. Alors il y a des éjaculations qui peuvent être douloureuses après des chirurgies, après de la radiothérapie. La peur d'avoir mal, ça diminue le désir sexuel. L'homme aussi, hein. Quand il a des douleurs, il n'a pas envie de sexualité, c'est comme chez la femme. Hein. On n'est pas maso quand même. Hein. On a plusieurs choses. C'est pour ça que je dis attention à l'éjaculation douloureuse. Toujours passer par un médecin parce que ça peut cacher pas mal de choses qui sont quand même assez graves. Hein. Donc il ne faut pas traiter comme ça, dire oh là là, ça peut être le traitement de chimiothérapie, on va attendre. Moi, à chaque fois, je demande quand même qu'un urologue puisse voir le patient quand il y a vraiment ces douleurs qui apparaissent. Après, s'il exclut tout, oui, ça peut être le traitement. La vie 2 ans après le cancer, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est les répercussions qu'il peut y avoir, vous voyez, quand même sur la libido. Il y a quand même plus d'une personne sur deux qui voit leur libido diminuer, voire une disparition dans un quart des cas quasiment. 30% ne déclarent rien. Et 1% de la population rapporte une augmentation de sa libido. Là, vous êtes en train de calculer, vous dites ça fait pas 100. Ça veut bien dire que dans des questionnaires très larges, où c'est pas la sexualité qui est évaluée, quand il y a des questions sur la sexualité, des personnes ne répondent pas, alors que c'est anonyme. Parce que c'est tellement difficile qu'en fait, ils ne peuvent pas répondre. Vous voyez, donc les chiffres sont vus à la baisse, je pense. Hein, il faudrait revoir tout ça. Et puis, vous voyez, sur la nombre des fréquences des rapports sexuels, autant chez les hommes que chez les femmes, ça diminue. Et on est 2 ans après la maladie. Ça, c'est une étude que j'ai faite l'année dernière sur des AJA, les jeunes ados, jeunes adultes. Vous voyez, il y a plein de répercussions, un peu comme chez l'adulte, c'est un petit peu différent. Mais l'atteinte de l'image corporelle, 100%, diminution de la capacité de séduction, 100%, la diminution du désir sexuel dans 80% des cas, c'est énorme. Les dyspareunies, il y a 65%, mais en fait, elles sont souvent liées à vraiment une peur d'avoir mal, et puis c'est le début de leur sexualité, donc déjà ils s'y prennent mal. Il y en a, donc c'est pas facile avec la maladie, c'est pas lié forcément que au traitement. Un dysfonction érectile dans 30% des cas, c'est parce que c'est souvent lié à une angoisse de performance. Je me rappelle d'un jeune que je suis, qui quand sa copine vient dans sa chambre, il s'habille. Il est toujours torse nu dans sa chambre, et quand il sait que sa copine elle vient, il met un pull, machin, il veut pas qu'il la voie squelettique. Il veut pas ça. Ça, c'est pour la sexualité, forcément, ça y joue. Les masturbations compulsives que l'on peut voir, et le manque d'information, vous voyez, c'est encore 100% des cas. C'est-à-dire que même chez les jeunes, même si je dis pas que chez l'adulte, déjà c'est pas normal, mais chez les jeunes, on parle que de la préservation de la fertilité. On peut parler de la sexualité quand même. Au moins on en parle, si le patient veut pas, il sait qu'il peut venir nous voir, on a ouvert une porte, c'est bon, ça suffit. D'accord ? Et puis pour terminer, j'aime bien cette petite phrase, cette citation, hein, c'est le sens que rêvait pour un homme ou une femme le fait de désirer, d'être désiré et de se voir désirable dans le regard de l'autre, d'aimer, d'être aimé, de partager son intimité, d'accueillir et d'être accueilli, qui entraîne un réel sentiment de satisfaction érotique, affective et sexuelle, qui donne toute sa signification à l'intimité sexuelle. Donc la sexualité c'est très très large, réduisez pas du tout à la pénétration. Je vous laisse mes coordonnées, moi il n'y a pas de souci si vous avez des questions, il faut me contacter. Et puis j'ai un livre qui va sortir fin septembre sur cancer sexualité qui est pour tous. C'est pas des revues de littérature, c'est vraiment du pratique avec plein de cas concrets et plein de conseils. Je vous remercie.